Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, selon la formule habituelle. Euh, une des dernières séances parce qu'en août, je dois vous avouer qu'il est assez probable que je prenne de vraies vacances. Et avant-dernière séance parce que juste avant de partir en vacances, au mois d'août, donc fin juillet, je vous proposerai une vidéo à laquelle je travaille depuis un certain temps d'ailleurs, sur le big data et sur une approche socio-anthropologique du big data. En attendant, et en réponse à certains commentaires, je voudrais vous faire un petit essai comme ça, une petite réflexion sur des petites divinités modernes que sont euh, l'avion et le train. Voilà, les moyens de transport comme divinités modernes. Pourquoi est-ce que je pense à ça? D'abord parce que, et ça explique pas mal mon absence de ces derniers temps, j'ai énormément pris l'avion et le train pour aller faire des terrains un peu partout. Ensuite, à cause d'une petite provocation d'un des auditeurs qui m'a dit et alors l'anthropologie en tube. Vous savez, je parle souvent du tube pour décrire ces moyens de transport qui nous projettent d'un endroit à l'autre, comme en niant les espaces et les temps qu'on traverse. Voilà, et puis parce que la période estivale, c'est souvent une période dans laquelle, bah, quand on en a la chance, on part en vacances, et on part en vacances comment? Bah, à travers ces espèces de euh, pure forme d'acosmisme, pure forme de négation du monde, c'est-à-dire ces outils qui permettent de traverser euh, dans un temps qui n'existe pas, qui est complètement irréel, de traverser en quelques heures des milliers de kilomètres qui nous séparent du lieu dans lequel on va passer nos vacances. Or donc, j'étais en train de réfléchir à cette question, et j'étais en train de réfléchir à cette provocation tout à fait intéressante de l'anthropologie en tube, tant il est vrai que quand dans une même semaine on fait des terrains en Pologne, en Espagne, et aux quatre coins de la France, ben, en réalité les modalités même du terrain, la façon dont on fait de la recherche est traversée par le moyen de transport. Et c'est alors que je regardais une file de gens en train d'attendre l'embarquement, n'est-ce pas? Vous savez, dans ces espèces de tubes de prolongement encore plus tubesque du tube qui entre dans les avions, bref, sur la passerelle. Et je me suis dit, quand le décideur prend l'avion, le décideur est bête, il croit que c'est lui qui décide. Alors que quand le décideur prend l'avion, c'est l'avion qui décide. Bien, voilà. Alors c'est cette espèce de phrase qui m'a tourné dans la tête pendant des semaines. Quand le décideur prend l'avion, c'est l'avion qui décide, que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Bien. Alors, d'abord, ces derniers mois, on a pu voir un certain nombre de grèves, un certain nombre de grèves évidemment à la SNCF, mais grèves aussi à Air France, qui mettent en évidence que le roi est nu. C'est-à-dire que cette espèce d'évidence, cette espèce de dû que l'espace est- doit être, les trains doivent arriver à l'heure, hein, donc doit être traversé de manière prévisible et maîtrisable par les moyens de transport, et que donc chacun peut traverser, trancher l'espace de manière prévisible et maîtrisable, cette réalité est d'un seul coup devenue humaine. Le dieu train et le dieu avion est revenu en fait à l'effort humain et l'effort des travailleurs et travailleuses de ces moyens de transport-là pour produire cette capacité humaine à nier l'espace et les temporalités qu'on traverse, et pour le dire encore autrement, à nier euh, l'ensemble des phénomènes sociaux qui meublent l'espace et qui font le monde commun en tant que monde habité, monde dit, monde vécu, monde ressenti, monde peuplé de symboles de manière différente dans les différents territoires. Donc c'est une période qui m'a semblé particulièrement opportune pour parler de ces petites divinités, ces espèces de principes de nécessité incarnés dans les moyens de transport, parce que on nous a rappelé que ces idoles, les trains qui arrivent à l'heure, les avions qui arrivent à l'heure, ces idoles-là sont des tigres de papier, sont finalement des constructions humaines qui reposent sur un ensemble de savoir-faire et d'actions de maintenance, etc. Donc en quelque sorte, on est particulièrement bien placé en cette période pour les voir euh,
en dehors de tous leurs habits d'apparat. C'est-à-dire qu'on regarde ces moyens de transport-là comme quelque chose de non nécessaire, justement, comme quelque chose de créé à certaines conditions et qui pourrait totalement disparaître. Bien. Alors, un autre petit point avant de commencer, on aurait pu aborder cela du point de vue du matérialisme historique. Comment le train, à partir du plan Freycinet, comment l'avion, à partir de son grand développement, du développement d'aéroports locaux, modifie les rapports de production, modifie la capacité à produire, modifie ce que l'on produit. Tout bêtement, dès lors qu'on a pu commencer à transporter les marchandises à travers le pays en un rien de temps, on a pu par exemple consacrer totalement des régions à certaines productions agricoles, en sachant qu'on pourrait aller chercher ce qui manque ailleurs. Donc on aurait pu avoir une approche matérialiste. Je préfère, pour ma part, et parce que c'est plutôt ma partie, m'attacher à la façon dont culturellement, c'est toujours la part un peu manquante dans le marxisme, à la façon dont culturellement on est investi par ces moyens de transport et par justement cette capacité humaine à incarner l'acosmisme, c'est-à-dire l'illimitation de la volonté et l'illimitation de l'imagination en réalité, mais donc d'abord de l'illimitation de la volonté au territoire à travers les moyens de transport. Alors, de quelle manière ça se passe? Alors, la première figure de notre idolâtrie pour les moyens de transport, c'est un principe de nécessité. Alors, il faut que les trains arrivent à l'heure. On ne peut pas vivre sans voiture. Dès lors qu'on habite à la campagne, on ne peut pas... oui, c'est vraiment la modalité de l'évidence. C'est impossible de faire autrement. Autre modalité de l'évidence, et qui me paraît toujours étonnante, c'est cette idée que il faut de la sécurité routière, il faut de la sécurité aérienne, il faut de la sécurité sur les voies, la sécurité ferroviaire si on veut bien, ou de la sécurité maritime. En d'autres termes, ce sont là des domaines dans lesquels le risque est inacceptable. On ne peut pas choisir son risque. On ne peut pas décider collectivement, par exemple, que les routes sont un espace sauvage. Les mers sont un espace sauvage, un espace de non-droit dans lequel il faut absolument créer des macro-systèmes techniques dans lesquels, à terme, évidemment, l'individu qui conduit, l'individu mobile, doit se ranger à l'ordonnancement du macro-système technique et donc devenir lui-même parfaitement maîtrisable et prévisible. Et par conséquent, un environnement dans lequel l'individu, finalement, est non nécessaire, il est même plutôt nul et non avenu, il devient un facteur humain, un risque. Ce qui fait que les pilotes d'avion aujourd'hui n'ont quasiment plus rien à faire, c'est-à-dire qu'ils entrent dans un système dans lequel l'essentiel de leurs opérations sont automatisées. De la même manière pour les conducteurs, pilotes des automobiles qui ont tendance de plus en plus à rentrer dans des systèmes d'automatisation jusqu'à ce qu'on leur demande même plus de piloter. Pour ce qui est des voies maritimes, c'est pas évident à saisir parce qu'on y est peut-être moins confronté, mais un jour que vous êtes en promenade en Égypte, je ne sais pas, du côté d'Ismaïlia ou de Port Saïd, allez voir le canal de Suez. Et vous verrez ce que c'est qu'un chenal, un canal maritime dans lequel tout est minuté, maîtrisé, dans lequel en fait le bateau est un gigantesque immeuble sur lequel de la marchandise transite. Et vous verrez par ailleurs à ce moment-là les routes maritimes, c'est-à-dire en fait la même chose qu'un canal mais en pleine mer, exactement de la même manière. C'est-à-dire ce sont des canaux, mais on pourrait presque dire des câbles, à l'intérieur desquels, pardonnez-moi, l'information, la marchandise, le moyen de transport n'est plus qu'en réalité une information transportée d'un point A à un point B de manière maîtrisable et prévisible. Donc d'abord, cette façon culturelle d'envisager le déplacement non plus comme une aventure, comme une traversée, comme un voyage, mais simplement comme un principe de nécessité régulier, maîtrisable, une fluidification totalement maîtrisée de l'espace et du temps. Bien. Donc ça, c'est la première figure qui m'intéresse. C'est l'idée que
Donc vous avez bien vu, j'ai fait référence à deux choses. D'une part, les trains doivent arriver à l'heure, il doit y avoir de la sécurité, les avions doivent arriver à l'heure, tout doit être prévisible et maîtrisable. Et conséquence de cela, les canaux de communication doivent être parfaitement prévisibles et maîtrisables, et on passe d'une logique d'aventure à une logique de fluidification maîtrisée. En quelque sorte, on transforme euh, la marchandise et le moyen de transport en information dans un système d'information maîtrisé. C'est vraiment un système d'information du monde, et ce faisant d'ailleurs de déformation. Alors, le deuxième point, évidemment, c'est que le moyen de transport, l'avion, le train, le bateau, la route, découpe le territoire, il le tranche. Il le tranche parce qu'il le traverse rapidement et qu'il le déforme, ce faisant, mais ça on y verra plus tard. Mais par ailleurs, à travers son quadrillage et les distorsions qui viennent, il crée des frontières, euh, littéralement. Euh, ben, quand vous êtes dans le train, vous ne le voyez pas. Mais en revanche, quand vous rencontrez une ligne ferroviaire parce que vous traversez une forêt et qu'il y a une ligne ferroviaire, vous voyez bien qu'il y a d'un côté de la ligne et de l'autre côté de la ligne. De la même manière qu'avec un canal, de la même manière d'ailleurs que dans l'ancien temps avec des fleuves. Ces moyens de transport-là forment des frontières et déséquilibrent, ce faisant, les territoires, deviennent un principe de réalité, deviennent en quelque sorte comme des montagnes. Donc, ou des mers naturelles. C'est-à-dire qu'on recrée artificiellement des obstacles naturels qui sont capables de dessiner des frontières entre des espaces qui étaient auparavant construits différemment, espaces sociaux, espaces géographiques, etc. Et là encore, pour construire le dieu transport, celui qui prend la décision à ta place, euh, bah, on a donc la capacité à entrer dans un principe de nécessité et qui a la capacité de créer des frontières, des séparations. C'est aussi dans les activités humaines, quand je vous dis que c'est le décideur croit qu'il décide. Bon, pour le dire les choses assez franchement, quand il y a certaines lignes, que d'ailleurs dans le transport aérien, parfois on appelle la navette, ou le bus, sur certaines lignes, je sais pas moi, Paris-Bruxelles, Paris-Londres, Francfort-Bruxelles, Paris-Madrid, c'est pour celles que je prends régulièrement. Quand je dis que voilà, les décideurs prennent l'avion, c'est que littéralement toute une partie de l'élite décidante européenne prend l'Europe, pardon, prend l'Europe, oui, c'est ça, prend le train et l'avion sur un certain nombre de lignes tous les matins et tous les soirs. Et vous les voyez assis avec leur habit de lumière, en l'occurrence un costard-cravate que rien ne distingue si ce n'est des nuances de gris, ou de bleu parfois. Euh, Tout ce monde décisionnaire-là se prend l'avion, prend le train, et ce faisant en fait rentre dans un ensemble de contraintes et un ensemble de principes de nécessité qui leur sont imposés. Et au-delà même de la manière d'engager leur vie professionnelle, ils entrent dans un monde prévisible, maîtrisable, fait de flux, intensifiés. Ils voient d'ailleurs, et ça pour moi c'est un produit, plus qu'une idéologie, ils voient d'ailleurs le bonheur des sociétés humaines dans l'intensification des flux de biens, de services et d'agents économiques et techniques, pour le dire autrement, dans une intensification des transports, et donc dans une intensification des trains qui arrivent à l'heure, des bateaux qui arrivent à l'heure et des avions qui arrivent à l'heure. Bon, alors, le fait de nous glisser chacun les uns après les autres dans ces hubs, dans ces ports, on pourrait dire, de propulsion de soi vers d'autres univers, enfin dans le tube quoi. Le fait de rentrer dans le tube, c'est aussi entrer dans des gares de triage. Euh, les petites divinités, avions, trains, bateaux, etc., entrent dans un triage entre le transport humain, le transport de marchandises et le transport d'informations. En d'autres termes, vous prenez imaginons la route de la soie. Alors voilà, vous organisez une caravane, prenez des chameaux, tout ça, puis à l'arrière, vous prenez trois jésuites en route parce qu'ils ont bien payé, puis vous partez avec vos chameaux, et puis vos marchandises, et puis vos gens.
vous, conducteur de chameaux, mais vous, marchand de tapis, mais vous, explorateur, mais vous, évangéliste ou je sais pas quoi, peut-être même les chameaux, l'ensemble de cette caravane est indifféremment information, marchandise et humain. Or, aujourd'hui, quand vous prenez ces grands ensembles, ces grands macrosystèmes techniques de transport, vous êtes trié. Vous êtes de l'humain, vous êtes de la marchandise, et il y a les canaux d'information. Bien sûr, ce que je dis là est caricatural, bien entendu, que quelqu'un qui est dans l'avion transporte avec lui du savoir, qui est peut-être de l'information et peut-être une marchandise. Néanmoins, très clairement, par la séparation des corps, par la séparation des canaux qu'imposent ces macrosystèmes techniques tels qu'ils ont été développés, on impose l'idée d'un triage entre marchandises, humains, information. Bien. Alors, évidemment, j'ajoutais dans ma réflexion le modelage du territoire. Alors, c'est complètement tout à fait évident. Je mets autant de temps à aller à Łódź en Pologne qu'à aller à Marcy, Le Hayet. Je mets beaucoup plus de temps à aller je sais pas moi, Villeneuve-sur-Lot qu'à aller à Madrid. Et vous avez sûrement déjà vu des cartes des distances comprimées, compressées, tordues, modelées par les durées de transport, les durées de transport. Et effectivement, il y a une vraie déformation de l'espace. Je voudrais ajouter à cette vision un peu classique du modelage de l'espace par les moyens de transport, par un petit souvenir très personnel et vraiment une vraie tristesse personnelle, qui est le sort qui a été réservé à l'île de Boracay aux Philippines. Un jour que je me promenais, j'avais 17 ans, dans les eaux philippines, j'ai découvert par hasard, parce qu'après 15 heures de tempête, je suis descendu d'un paquebot dans une petite barque. J'ai découvert l'île de Boracay, qui à l'époque était une île relativement vierge de tourisme, extrêmement tranquille, d'une beauté étourdissante, un endroit absolument formidable, avec des coraux si beaux qu'on ne saurait le dire, enfin un endroit splendide, et qu'il était effectivement difficile d'atteindre. Et puis en partant, toujours en reprenant un bateau qui allait chercher dans un autre petit port, sur une autre île, un autre bateau pour être capable de finir par rejoindre un paquebot qui lui était capable de faire la route jusqu'à Manille. Bref, vous voyez comme les transports étaient compliqués pour se rendre dans ce paradis-là. Le pilote de ma barque me dit, vous voyez le côté l'autre versant de l'île, tout a été acheté par des Saoudiens, bientôt il y aura un aéroport. Bon. Ah. Et j'ai revu récemment des photos de l'île qu'un ami m'a montré, parce qu'au Vietnam c'était devenu une destination un peu comme Ibiza, et le paradis avait été totalement massacré. Voilà. Et là, l'équation est relativement simple. Euh, le moyen de transport qui s'est imposé comme une espèce de principe de nécessité, puisque c'est beau, il faut un aéroport, il faut développer le tourisme, c'est possible, on a créé la légitime destruction d'un paradis, destruction de la nature, destruction des gens qui habitent là, destruction complète, et complètement naturelle, complètement normale, comme un processus euh, inéluctable, alors que il est bien évident, je vais le montrer extrêmement naïf, qu'en son âme inconscience, n'importe quel visiteur de l'île aurait eu envie de la préserver. Et c'est là que collectivement, euh, comme présidés par nos divinités des transports, nous nous autorisons, à cette échelle-là, mais à toutes les autres, des destructions radicales. On est en train aujourd'hui, pour créer une nouvelle ligne en Normandie, de détruire des bocages avec une hargne, enfin en tout cas d'envisager de détruire des bocages avec une hargne formidable. Alors vous voyez, si on revient au grand 4 de Ballandier sur les 4 domaines du pouvoir, hein,
on voit bien que dans l'ordonnancement intérieur et dans l'ordonnancement de l'extérieur, les macrosystèmes techniques, en tant que macrosystèmes techniques, sont des principes de régulation et interviennent directement dans le pouvoir. C'est-à-dire que dans l'avion, il y a du pouvoir. Il y a du pouvoir dans l'ordonnancement des territoires, dans la construction de frontières, dans la construction, dans le modelage du sol. Maintenant, du point de vue de la sacralité et de l'ambiguïté, l'avion, le train, le bateau, la voiture investissent aussi ces domaines-là, notamment en ce qu'ils se présentent, au moins symboliquement, comme des principes de nécessité. Et pour le moins, ce sont ces principes de nécessité que les mouvements sociaux peuvent faire totalement sauter. Et c'est pour ça qu'ils ont une valeur particulière, c'est-à-dire de désacraliser ces formes de divinité de l'ère industrielle. Ces derniers temps, il y en a eu de nombreux, et vraiment tout azimut. Les grèves à Air France, les grèves à la SNCF sont les deux dont on a parlé. Mais il y a aussi eu les actions de la FNSEA pour empêcher qu'il y ait du pétrole à disposition pour les voitures et que le macro-système autoroutier fonctionne. On a aussi eu des actions beaucoup plus étonnantes dans leur usage. Par exemple, l'usage des moyens maritimes pour faire dysfonctionner en quelque sorte la gestion des flux des immigrants par les États à travers l'action des militants d'Aquarius ou de Lifeline. Pardon. En d'autres termes, dès qu'il y a une urgence sociale, une urgence humaine, on pourrait même dire une urgence militaire, on se réapproprie totalement, l'humain en tant que capacité d'action se réapproprie les tigres de papier, les espèces de divinités industrielles que sont les transports, et établissent de nouveaux transports, ramènent la fonction du transport ou de voyage à une fonction anthropologique beaucoup plus primitive, et qui consiste à non pas imposer un principe de nécessité, mais répondre à des besoins humains, temporaires, précis, etc. Ça redevient donc une façon, un moyen d'habiter le monde et d'atteindre ses buts, et non plus un principe de nécessité qui préside aux actions humaines. Voilà. Par conséquent, vive les grèves, vive les actions humanitaires, et moi qui suis pacifiste, je ne dirais rien à propos des actions militaires, comme moyen d'échapper au principe de nécessité de ces espèces de dieux contemporains que sont nos moyens de transport. Voilà. Alors moi je vous invite à une forme de vigilance, comme d'habitude, par rapport à cette espèce de facilité dont culturellement nous interprétons ces macrosystèmes techniques comme un principe de nécessité, comme ce qui doit primer la décision humaine, comme ce qui préexiste à l'organisation sociale, à l'interprétation humaine et culturelle de l'environnement, de là où on est, de la nature, des gens, des rapports sociaux, etc. Bien. Avant de se quitter, je vous répète que notre dernier rendez-vous, ça sera dans les dernières semaines de juillet à propos du Big Data. Et enfin, un dernier point, il me semble vous en avoir... ben oui, bien sûr, j'en ai déjà parlé. Il y a cette histoire d'université des Refusniks qui maintenant, à travers un travail collectif qui se mène voilà, qui se mène sur nos facs, nos chantiers, par des mailing lists, une université volante, c'est comme ça qu'elle va s'appeler, en référence à une université volante dans l'univers en Pologne, pardonnez-moi. Et ben voilà, ça avance, ça progresse, je vous invite à y participer. Donc sur le site Rogue ESR, sur celui de nos facs, nos chantiers, à travers des réunions qui ont eu lieu d'abord à Vincennes, puis à Sevran, puis au consulat à côté de Montparnasse, et qui auront lieu dans les semaines à venir. Donc à la construction d'universités à Paris et dans les autres lieux communes françaises qui se proposeront de le faire, pour tous ceux qui sont exclus de l'enseignement supérieur, que ce soit les non-bacheliers, les gens qui sont en rupture de parcours scolaire, les gens qui ont été exclus de Parcoursup, via Parcoursup, pardonnez-moi, de leur accès au secondaire. Et voilà,
Et ben, je me le suis un peu tiré par les cheveux, celle-là, elle était difficile, mais je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. À bientôt. Tchou.